Il y a des nuits qui vous entrent dans les os comme un soc de charrue dans une terre gelée. On ne les oublie pas. On les porte et elles finissent par faire partie de vous, comme une cicatrice sur la paume de la main, celle que personne ne voit, mais que vous sentez chaque matin quand vous saisissez le manche d'un outil. Cette nuit-là, c'était un mercredi de novembre, et le froid arrivait de l'Est avec cette brutalité tranquille, propre au début d'hiver dans notre région. Je me souviens de l'odeur de la voiture de Pascal, ce parfum chimique trop sucré qu'Edith lui achetait par flacon de 500 millilitres chez un parfumeur du centre commercial, comme si la quantité pouvait compenser le manque de goût. Je me souviens des sièges en cuir synthétique qui craquaient sous moi, du tableau de bord illuminé en bleu froid, du silence entre nous deux, ce silence épais, cultivé, le genre de silence qu'on laisse pousser exprès pour ne pas avoir à planter quoi que ce soit de vrai. Et puis je me souviens du moment où la voiture a ralenti, s'est arrêtée sur le bas-côté d'une route départementale que je connaissais depuis l'enfance, la D42 entre Mornan et Turin. 20 kilomètres de rien, pas un lampadaire, pas une maison éclairée, juste les arbres noirs de chaque côté et le ciel sans lune au-dessus. Je me souviens de la portière qui s'ouvrait, et je me souviens de la voix de mon fils, la voix que j'avais entendue pour la première fois 51 ans plus tôt, quand il pleurait dans mes bras à la maternité de Givors, qui me disait, sans trembler, sans même se retourner pour me regarder, « T'as plus rien à faire dans ma vie ». Mais ce qu'ils n'ont jamais su, ni Pascal, ni Viviane, ni Didier, ni Edith, c'est qu'il y a des graines qu'on enterre si profond que personne ne les trouve. Des graines qui attendent et qui germent au moment le moins attendu, avec une force que personne n'aurait soupçonnée en regardant la vieille dame qu'on venait de pousser dehors et au bord d'une route de campagne, sans son sac, sans son téléphone, sans même son manteau. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que 74 ans passés à travailler la terre vous apprennent une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui arrache qui décide de ce qui reste. C'est la racine. Je m'appelle Renée Vialard. J'ai 74 ans depuis le mois de mars dernier et je suis maraîchère depuis l'âge de 19 ans. Mon père m'a mise dans les rangs avant que je sache aligner 3 mots d'affilée et c'est dans la terre que j'ai appris tout ce que je sais sur les gens, sur leur façon de pousser, de faner, de revenir, de mentir, de tenir. Une plante ne ment jamais sur ce qu'elle est. Un être humain, lui, peut vous sourire pendant des années pendant que ses racines pourries sont en silence. Ça, je l'aurais dû voir venir. Mais une mère, voyez-vous, elle a tendance à arroser même les plants qui ne méritent plus l'eau, parce qu'elle se souvient du moment où elle les a mis en terre, et ce souvenir est plus fort que ce qu'elle voit devant elle. Mon mari, Gérard Vialard, est mort 22 ans avant cette nuit de novembre. Infarctus, un matin de juillet, dans le rang des courgettes, en plein milieu d'une récolte. Il est tombé entre 2 plants, comme s'il s'était simplement allongé pour se reposer, et quand je l'ai trouvé 1 heure plus tard, il avait encore de la terre sur les mains. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai continué à ramasser les courgettes jusqu'au bout du rang, parce que c'est ce que Gérard aurait voulu, parce que la récolte n'attend pas le deuil, et parce que si je m'étais arrêtée à ce moment-là, je n'aurais plus jamais su comment reprendre. On a eu 5 enfants ensemble, Pascal, Viviane, Didier, Joël et Sandrine, dans cet ordre, nés sur 20 ans, et chacun d'eux a grandi entre les rangs, les mains dans la terre, les genoux terreux, à m'entendre parler aux plants comme à des personnes, parce que dans ma famille, on a toujours cru que les plantes vous écoutent. J'aurais dû leur apprendre aussi à écouter leur mère. Après la mort de Gérard, j'ai continué seule. Je ne dis pas ça pour faire valoir une quelconque médaille. Je dis ça parce que c'est important pour comprendre la suite. J'avais 52 ans, une exploitation de 7 hectares à Rivry, dans les monts du Lyonnais, 3 serres, un contrat avec 4 restaurants de Lyon et un marché hebdomadaire, place Carnot à Saint-Symphorien-d'Ozon. J'avais 2 ouvriers permanents, Armand, qui était avec nous depuis 15 ans, et sa femme Josette, et des saisonniers chaque été. J'avais une maison de 140 mètres carrés
dont j'avais payé la dernière échéance moi-même, 3 mois après l'enterrement de Gérard, avec l'argent de la vente de la récolte de printemps. Et j'avais quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne savait et que je n'avais jamais dit à voix haute. Un compte épargne à la Banque populaire de Vienne, ouvert à mon seul nom en 1992, l'année où Gérard avait failli tout perdre à cause d'une mauvaise saison et d'un emprunt mal négocié. Ce compte, je l'alimentais discrètement depuis 30 ans. Pas des fortunes chaque mois, parfois 50 €, parfois 200, parfois rien. Mais avec la régularité d'une irrigation au goutte à goutte. On ne voit pas l'eau tomber, mais la plante pousse quand même. Mes enfants ont grandi en croyant que tout ce que j'avais leur appartenait déjà. C'est une erreur que beaucoup de parents font, je crois. On donne tellement, tellement longtemps, avec tellement de naturel, que les enfants finissent par confondre la générosité avec un droit acquis. Pascal a été le premier à adopter cette confusion comme mode de vie. À 30 ans, il m'avait demandé de lui prêter 40 000 € pour lancer une société d'import-export dont je n'avais jamais très bien compris l'objet. Je lui avais donné, pas prêter, donner, parce que dans ma tête, une mère ne prête pas à ses enfants, elle leur donne ce qu'elle peut. À 35 ans, la société avait disparu et Pascal avait un appartement à Caluire, une voiture allemande dont je ne me rappelle jamais le nom exact, et une femme, Edith, qui regardait ma maison comme une propriétaire regarde un bien mal entretenu. À 40 ans, il avait persuadé Viviane et Didier, les deux plus mous, les deux plus facilement menés, de signer avec lui un document que maître Henri Morel, mon notaire de Mornan, avait qualifié de tentative maladroite de captation d'héritage anticipé. Ce document prétendait m'associer à une structure de gestion commune de mes biens. Je l'avais lu en entier, seul à ma table de cuisine, un soir d'octobre, avec une tisane et sans lunettes parce que j'avais oublié où je les avais posées. Puis j'avais appelé Henri. Maître Henri Morel a 62 ans, des cheveux blancs depuis la cinquantaine, une façon de parler lente et précise, comme un homme qui pèse chaque mot avant de le planter, et une indignation contenue qui se manifeste uniquement par un léger resserrement des mâchoires quand quelque chose le choque profondément. Il est notaire à Mornan depuis 35 ans et il était l'ami de Gérard avant d'être mon notaire. Depuis la mort de Gérard, il m'appelle le premier mardi de chaque mois, sans exception, pour me demander si tout va bien. Pas sur le plan légal, sur le plan humain. C'est un homme rare. Quand je lui avais lu ce document au téléphone ce soir d'octobre, j'avais entendu le resserrement de ses mâchoires à travers le combiné. « René, m'avait-il dit, vous ne signez rien. Vous m'envoyez ça par courrier demain matin et on en parle. » 2 semaines plus tard, mes biens étaient plus protégés qu'ils ne l'avaient jamais été et Pascal ne le saurait pas avant qu'il soit trop tard. Si vous êtes là à m'écouter en ce moment, je voudrais m'arrêter une seconde pour vous dire quelque chose du fond du cœur. Cette histoire que je vous raconte, je l'ai portée longtemps en silence, comme on porte une graine dans la paume fermée, sans savoir si elle mérite d'être semée. Si vous pensez qu'elle mérite d'être entendue, si vous pensez que d'autres personnes devraient la connaître, des mères, des femmes, des gens qui ont aimé trop fort et qui ont été trahis trop durement, alors restez avec moi, abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre like. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est la différence entre une parole qui s'éteint et une parole qui voyage. Maintenant, laissez-moi continuer. Les semaines qui ont précédé cette nuit de novembre, j'avais senti quelque chose dans l'air. Pas un mot, pas un geste précis, juste cette modification imperceptible dans l'atmosphère qu'on apprend à lire quand on a passé sa vie à observer le ciel au-dessus des champs. Un sol qui change de couleur avant la pluie. Un vent qui tourne avant la grêle. La façon dont les plants s'immobilisent quelques heures avant un orage, comme s'ils retenaient leur souffle. Pascal appelait plus souvent, pas pour me demander comment j'allais, pour me poser des questions sur l'exploitation, combien j'avais de contrats en cours, si Armand était encore sous contrat ou si c'était de l'informel, si les serres restaient assurées, des questions techniques posées d'une voix
qu'il voulait neutre, mais qui avait ce léger tremblement du calculateur, le genre de voix que vous entendez chez quelqu'un qui compte des chiffres pendant qu'il vous parle. J'y répondais avec la même prudence qu'on met à tailler une haie près d'un nid d'oiseaux, doucement, sans rien déloger. Un dimanche de fin octobre, ils étaient tous venus, Pascal et Edith, Viviane avec son mari Bernard, qui ne disait jamais rien, mais qui regardait tout. Didier seul comme d'habitude depuis son divorce. Sandrine n'était pas là. Elle habitait Bordeaux depuis 4 ans, travaillait dans une coopérative viticole et venait me voir 2 ou 3 fois l'an. Mais nous parlions chaque semaine au téléphone, le dimanche soir, avec cette facilité des conversations entre personnes qui n'ont rien à se cacher. J'avais préparé un pot-au-feu et une tarte aux pommes avec les pommes du vieux Chabert, mon voisin, qui m'en apportait chaque automne depuis 20 ans en échange de quelques cajots de légumes. J'avais mis la table proprement. J'avais sorti les verres en cristal que ma mère m'avait donnés à mon mariage. Et pendant le repas, j'avais fait ce que j'avais appris à faire depuis quelques mois. J'avais observé. Pascal présidait ma table comme si elle lui appartenait depuis toujours. Il coupait le pain avec l'autorité d'un propriétaire et distribuait les tranches sans demander qui en voulait. Edith regardait les murs, les meubles, la cheminée en pierre, avec ses yeux de femme qui réaménage intérieurement une pièce pendant qu'elle fait semblant d'écouter la conversation. Elle avait dit, entre la soupe et le plat principal, « Cette maison mériterait une bonne rénovation. Les fenêtres sont d'une autre époque. » J'avais souri et dit que j'aimais ces fenêtres, qu'elles laissaient entrer exactement la lumière qu'il fallait pour les plantes sur le rebord. Elle avait eu un petit rire poli qui voulait dire qu'elle se moquait de mes plantes. Viviane avait regardé son assiette. Didier avait dit « Maman a raison, ces fenêtres ont du cachet. » Mais il l'avait dit de cette voix molle et sans conviction, qui était sa façon d'essayer de ménager tout le monde sans mécontenter personne, et qui finissait toujours par mécontenter tout le monde. Après le café, Pascal avait demandé à me parler seul à seul dans le salon. Je m'en souviens bien parce qu'Edith avait fait exactement le geste de sortir avec les autres, avec ce naturel étudié de quelqu'un qui a répété la scène à l'avance. Pascal m'avait parlé pendant 20 minutes d'une voix mesurée, presque bienveillante, avec ses arguments alignés comme des semis en rang qui donnent l'impression d'une réflexion sérieuse, mais qui cachent en réalité une simple envie de récolter ce qu'on n'a pas planté. Il m'avait expliqué que l'exploitation était trop lourde pour une femme de mon âge, que les risques étaient trop importants, qu'il avait trouvé une structure de gestion qui me protégerait tout en me libérant des responsabilités quotidiennes. Il avait utilisé le mot « protéger » 4 fois en 20 minutes. Chaque fois qu'il le disait, je sentais quelque chose de froid me traverser, comme quand on pose le pied sur une planche vermoulue et qu'on entend le bois craquer avant de céder. Quand il avait fini, j'avais dit que j'allais y réfléchir. Il avait souri de ce sourire qu'il avait depuis l'enfance, ce sourire d'aîné sûr de lui, celui qui arrive en premier et croit que ça lui donne des droits sur tous les autres. Il ne savait pas que j'avais appelé Henri Morel le lundi matin suivant et qu'Henri avait passé l'après-midi à rédiger des documents que Pascal ne verrait jamais venir. 2 semaines plus tard, Pascal m'avait appelé un mardi matin pour me dire qu'il avait pris rendez-vous pour moi chez un médecin à Lyon. Un spécialiste, m'avait-il dit, pour un bilan. Il avait ajouté que c'était Edith qui avait insisté, que c'était par souci pour ma santé, que l'âge n'attendait pas. J'avais dit d'accord, pas parce que je croyais au rendez-vous médical. Il n'y avait aucun rendez-vous, je le sus plus tard. Mais parce que parfois, on laisse un plan monter en graines exprès pour voir jusqu'où il va. Le mercredi soir, il était venu me chercher à 18h30. J'avais ma veste de travail sous mon manteau, une vieille veste en toile verte que je mettais depuis 10 ans pour travailler dans les serres les jours de froid, avec ses grandes poches intérieures que j'avais fait repriser par Madame Tavernier du village. Dans la poche de gauche, cousue dans la doublure comme une graine dans la terre, il y avait un téléphone, un petit appareil basique, sans Internet, acheté en liquide à la supérette de Mornan 6 semaines plus tôt, avec ma carte SIM de secours à 1,99 € par mois que j'avais souscrite à mon nom depuis 1 an.
Personne ne le savait, pas même Sandrine. Il faisait déjà nuit quand nous avons pris la route. Pascal conduisait vite comme toujours, avec cette façon d'accélérer dans les lignes droites qui m'avait toujours mise mal à l'aise. Je regardais le paysage par la vitre, les champs que je connaissais depuis l'enfance, les fermes dont je savais le nom des propriétaires, les virages que j'aurais pu négocier les yeux fermés. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pascal avait mis de la musique, ce genre de musique sans mélodie que je ne comprends pas, et j'avais laissé le silence s'installer entre nous comme un rang bien labouré, propre, sans mauvaises herbes, mais aussi sans rien de vivant. Au bout d'une vingtaine de minutes, alors que nous aurions dû être sur l'autoroute pour Lyon, j'ai vu qu'il prenait la D42 vers Turin. J'ai dit « Tu ne vas pas par l'autoroute ?» Il n'a pas répondu. Il a continué à conduire. Et puis la voiture a ralenti, s'est arrêtée sur le bas-côté, phares éteints, dans un silence de terre morte. Il s'est tourné vers moi pour la première fois depuis le départ. Dans l'obscurité, je ne voyais pas bien son visage, mais je voyais ses yeux. Et ces yeux-là ne ressemblaient plus à ceux de mon fils. Ils ressemblaient à ceux d'un homme qui avait attendu ce moment depuis longtemps et qui était soulagé d'être enfin arrivé. « Descends », m'a-t-il dit. J'ai dit « Quoi ?» Il a répété plus fort. « Descends de ma voiture. » J'ai dit « Pascal, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, pas parce que ça m'a brisé. Ça ne m'a pas brisé, mais parce que ça m'a appris quelque chose de définitif sur la nature de la graine qu'il était devenu. T'as plus rien à faire dans ma vie, t'as plus rien à faire dans nos vies à aucun de nous. T'es une vieille bonne femme qui coûte et qui sert à rien, et on en a assez. Il est sorti de la voiture, a contourné le capot, a ouvert ma portière, et quand je n'ai pas bougé assez vite à son goût, il m'a saisi par le bras, pas violemment, mais fermement, avec cette précision de quelqu'un qui a décidé. Et il m'a aidé à descendre sur le bas-côté de la D42 dans le froid de novembre, sans mon sac, sans mon téléphone qui était dans le sac, sans mon manteau qu'il avait jeté sur le siège arrière en me disant « T'en auras pas besoin. Marchez jusqu'où vous pouvez, la vieille. Quelqu'un finira par vous ramasser. » Et puis il est remonté dans sa voiture, a démarré, et ses feux arrière ont disparu dans le virage comme deux yeux qui se ferment. Ce que Pascal ne savait pas, ce que personne ne savait sauf la nuit et les arbres de la D42, c'est qu'à 50 mètres derrière lui, un camion de livraison de la société Transport Berthelot avait ralenti depuis plusieurs secondes. Le conducteur, un homme que j'apprendrai plus tard à appeler Bernard Lacroix, 43 ans, avait vu la scène depuis son habitacle surélevé. Il avait vu la voiture s'arrêter. Il avait vu un homme faire descendre une vieille dame de force sur le bord d'une route sans lumière, par 0 degré. Et il avait sorti son téléphone. Il avait filmé. La plaque d'immatriculation de la BMW de Pascal, 720FK42, était parfaitement lisible dans sa vidéo. Bernard Lacroix avait tout filmé pendant 40 secondes. Et puis il s'était arrêté, avait mis ses warnings, était descendu de son camion et avait marché vers moi dans l'obscurité en disant « Madame, Madame, vous allez bien ?» Je lui avais dit que j'allais bien. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais froid, mes jambes tremblaient légèrement et quelque chose dans ma poitrine avait la consistance d'une terre trop tassée, difficile à labourer. Mais j'avais dit que j'allais bien parce que c'est ce qu'on dit quand on est une femme de 74 ans qui a survécu à 22 hivers sans son mari et à 50 ans de maraîchage dans les monts du Lyonnais. On dit qu'on va bien et on met un pied devant l'autre. Bernard m'avait installé dans la cabine de son camion, avait mis le chauffage à fond et m'avait proposé son propre manteau de travail, un grand manteau orange avec le logo de sa société dans le dos. Je l'avais accepté. Il sentait le diesel et le café, et c'était la chose la plus réconfortante que j'ai sentie de la soirée. Il m'avait demandé où je voulais qu'il m'emmène. J'avais dit « La première station-service avec de la lumière, à la station-service BP de Turins, sous les néons blancs qui transformaient tout le monde en fantôme. » Bernard Lacroix avait commandé 2 cafés au comptoir, pendant que je m'asseyais à une petite table en plastique et glissais ma main dans ma veste de travail, dans la poche de gauche, dans la doublure. Mes doigts
Mes doigts ont trouvé le téléphone. Il était là, froid et lisse, exactement où je l'avais mis 6 semaines plus tôt. Je l'ai sorti, je l'ai allumé et j'ai composé le numéro de maître Henri Morel. Il était 20h12. Henri a décroché à la 2e sonnerie. « Henri, j'ai dit, c'est René. Pascal vient de me déposer sur la D42, sans manteau, sans sac. Il fait 0 degré. Je suis à la station BP de Turin. » Il y a eu 2 secondes de silence. Puis, « Vous êtes blessé ?» J'ai dit non. Il a dit « Je vous rappelle dans 10 minutes. Ne bougez pas. » Et pendant que j'attendais, Bernard Lacroix posait son téléphone sur la table entre nous deux. Il avait les yeux sérieux de quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose et qui attend qu'on lui dise quoi. « J'ai la vidéo, m'a-t-il dit. Vous voulez que j'en fasse quoi ? » J'ai réfléchi. La terre froide de cette soirée était en train de se transformer sous mes pieds. Je le sentais, comme on sent une terre qui a été dégelée et qui recommence à respirer. « Vous avez les numéros de mes autres enfants ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Donnez-les-moi, j'ai dit. Tous les 4. » Pendant que Henri me rappelait et me donnait les instructions pour les heures suivantes, Bernard Lacroix envoyait la vidéo de 40 secondes au numéro de téléphone de Viviane, Didier, Joël et Sandrine. 4 envois. 4 téléphones qui allaient vibrer dans la nuit. 4 personnes qui allaient regarder leur frère pousser leur mère hors d'une voiture sur une route de campagne en novembre et entendre sa voix dire « T'as plus rien à faire dans ma vie ». À 20h32, Sandrine m'appelait depuis Bordeaux en pleurant. À 20h45, Didier m'appelait d'une voix blanche. Joël, qui habitait Toulouse, m'a appelé à 21h avec une voix que je ne lui connaissais pas, une voix dure et froide, et elle m'a dit « Maman, il a vraiment fait ça ?» J'ai dit « Oui ». Elle a dit « D'accord, Viviane n'a pas appelé ce soir-là ». Henri Morel m'a rejoint à la station-service à 21h15 dans sa propre voiture, un manteau de laine sur son costume, les cheveux encore mouillés de la douche qu'il avait sans doute prise avant de sortir. Il m'a regardé, a regardé le manteau orange de Bernard, a serré la main de Bernard avec ce genre de poignée de main qu'on donne à quelqu'un à qui on est sincèrement reconnaissant. Puis il s'est assis en face de moi, a commandé un café et m'a dit à voix basse, avec ce calme de notaire qui est aussi une forme de force tranquille, « Bien, voilà ce que nous allons faire. Je veux m'arrêter ici une seconde. Pas longtemps, juste le temps de vous poser une question, à vous qui m'écoutez. D'où est-ce que vous me suivez en ce moment? De quelle ville? De quel pays? Parce que je parle dans le vide parfois, et j'aime bien savoir qui est de l'autre côté. Si vous êtes là depuis le début, si vous avez entendu tout ce que j'ai dit jusqu'ici, laissez-moi un commentaire avec votre ville, votre pays, même juste un mot. Ça me ferait chaud au cœur de savoir que quelqu'un m'écoute quelque part et que cette histoire voyage. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce que Pascal a fait. Parce que moi, j'ai ma réponse, mais j'ai envie d'entendre la vôtre. Ce soir-là, dans la chaleur de la station-service de Turin, avec 2 cafés refroidis entre Henri et moi, et le manteau orange de Bernard sur mes épaules, nous avons tout planifié. Henri avait déjà, dans son étude, l'intégralité des actes de propriété de l'exploitation. Les 7 hectares de riverie, les 3 serres, le matériel, les contrats commerciaux, tout. Rien n'avait jamais été mis au nom de Pascal. Pas un mètre carré, pas un tracteur, pas une ligne dans un registre. La procuration que Pascal avait obtenue de moi 2 ans plus tôt, sous prétexte de m'aider à gérer les formalités administratives, était une procuration limitée aux opérations bancaires courantes du compte courant familial, un compte que j'avais ouvert avec Gérard et sur lequel il ne restait que quelques milliers d'euros. Mon compte à la Banque populaire de Vienne, celui que j'alimentais depuis 30 ans. Pascal ne savait même pas qu'il existait. Et les 240 000 euros qui s'y trouvaient, 240 000 euros semés en silence, grain après grain, saison après saison, attendèrent dans la terre comme une récolte que personne n'avait vu venir.
Henri m'a expliqué ce qu'il allait faire dans les 48 heures suivantes, en utilisant ce langage juridique qu'il traduit toujours en français, ordinaire pour moi, comme un homme qui sait que les mots compliqués ne servent souvent qu'à intimider les gens qui n'ont pas fait de longues études. La procuration de Pascal serait révoquée dès l'ouverture des études le jeudi matin. Un document notarial simple, une lettre recommandée, et la procuration n'existerait plus. Le compte courant serait bloqué aux opérations supérieures à 500 €. Les cartes de crédit liées aux comptes sur lesquels Pascal avait main haute depuis 2 ans, pour les dépenses de la ferme, comme il disait, même quand les dépenses en question étaient des dîners au restaurant ou de l'essence pour sa BMW, ces cartes seraient signalées. Et le testament que j'avais rédigé 18 mois plus tôt, dans lequel Pascal recevait la part principale de l'exploitation, serait modifié. Le lendemain matin, pendant qu'Henri ouvrait son étude et commençait à signer des documents, je m'étais levé dans la chambre d'amis de sa maison. Il avait insisté pour que je ne rentre pas seul chez moi cette nuit-là. Et j'avais regardé par la fenêtre les champs qui commençaient à blanchir sous une première gelée légère. Une gelée de novembre, c'est une mise en garde. La terre vous dit « Je me durcis, préparez-vous, ce qui n'est pas protégé va souffrir ». Les plants solides survivent parce qu'ils ont des racines assez profondes pour résister. Les autres gèlent et meurent. J'avais regardé ces champs et j'avais pensé à Pascal, quelque part à Caluire, qui dormait peut-être encore, qui ne savait pas encore que la terre venait de changer sous ses pieds. Puis j'avais pris mon téléphone de secours et j'avais appelé Armand Ferrière à 60 ans, des mains comme des sarcloirs et une loyauté de vieux chien de ferme qui ne change pas de maître selon la direction du vent. Il travaille avec moi depuis 25 ans. Sa femme Josette tient les livres de compte depuis 15 ans avec une précision de pharmacienne et une discrétion de confesseur. Quand je lui avais expliqué la situation, Armand avait dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» J'avais dit « Continuez comme si de rien n'était, mais si Pascal se présente à l'exploitation, vous l'appelez et vous m'appelez. » Il avait dit « D'accord ». Josette avait dit « Madame Renée, je vais sortir les cahiers. » C'est une femme de bon sens, Josette. Elle savait déjà ce dont on allait avoir besoin. À 16h30 ce jeudi, la procuration de Pascal était officiellement révoquée. À 17h, les cartes liées au compte courant étaient bloquées pour les montants supérieurs à 500 €. À 18h, Henri avait déposé une main courante à la gendarmerie de Mornan pour la nuit du mercredi, avec le témoignage de Bernard Lacroix et la vidéo de 40 secondes. Et à 18h40, le téléphone de Pascal a dû sonner. Parce qu'à 18h45, c'est lui qui appelait sur mon téléphone de secours dont il ignorait l'existence 2 jours plus tôt. Je n'ai pas répondu. Ce que j'ai appris plus tard, par Didier, qui avait une façon de tout raconter dès qu'on lui posait une question directement, c'est que Pascal était allé ce jeudi soir au restaurant avec Édith et 2 amis à eux, un dîner dans un bouchon lyonnais du côté de la rue Mercière. En fin de repas, quand le serveur avait apporté l'addition, Pascal avait tendu sa carte, la carte liée à mon compte, celle qu'il utilisait depuis 2 ans sans sourciller. La carte avait été refusée. Il avait essayé une 2e fois. Refusée. Édith avait sorti sa propre carte avec ce sourire tendu de quelqu'un qui fait bonne figure en public, mais qui promet une conversation difficile pour plus tard. En sortant du restaurant, Pascal avait appelé sa banque, qui lui avait confirmé que la carte avait été désactivée et qu'il devait contacter le titulaire du compte. Il avait compris à ce moment-là que quelque chose avait changé. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'était à quel point. Le vendredi matin, il avait tenté d'accéder à l'exploitation. Armand l'avait accueilli à l'entrée du chemin, bras croisés, la façon de se tenir des gens qui n'ont pas peur et n'ont pas besoin de le montrer. Pascal avait dit « J'ai besoin de voir les documents de la ferme ». Armand avait dit « Madame Vialard doit vous appeler d'abord, c'est ce qu'elle m'a demandé ». Pascal avait dit « C'est moi qui gère maintenant ». Armand avait dit « Jusqu'à ce que Madame Vialard me le confirme elle-même, vous n'entrez pas ». Il y avait eu un silence. Pascal avait regardé Armand, Armand avait regardé Pascal.
et quelque chose dans la posture de ce homme de 60 ans avec ses mains comme des sarcloirs avait convaincu Pascal que cet argument-là, il ne le gagnerait pas aujourd'hui. Il était reparti. Le samedi, j'étais rentrée chez moi. Henri m'avait déposé en début d'après-midi avec sa mallette et 2 cartons de documents. Il avait garé sa voiture dans la cour, était entré dans ma maison avec moi, avait regardé chaque pièce avec cet œil calme d'un homme qui vérifie que tout est à sa place. La maison était intacte. Personne n'y était venu. Les plantes sur le rebord des fenêtres avaient besoin d'eau, ce qui m'a rappelé qu'une plante, au moins, avait besoin de moi et n'avait aucune arrière-pensée là-dedans. Je les avais arrosées une par une, pot après pot, en parlant à voix basse, comme je le fais depuis toujours, pendant que Henri s'installait à ma table de cuisine avec ses documents. Sandrine était arrivée le samedi soir depuis Bordeaux. 6 heures de route partie le matin dès qu'elle avait pu s'organiser. Quand elle a poussé la porte de la cuisine et qu'elle m'a vue assise en face d'Henri avec mon tisane et mes lunettes retrouvées, elle a d'abord pleuré, puis elle s'est assise, puis elle a dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est une bonne question, celle de Sandrine. C'est toujours la bonne question. Pas « pourquoi ?» pas « comment c'est possible ?» mais « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est la question d'une fille de maraîchère. On ne reste pas les bras croisés devant un champ à se demander pourquoi il a gelé. On évalue les dégâts, on protège ce qui peut l'être et on replante. J'avais décidé de convoquer Pascal, Viviane et Didier le lundi suivant à l'exploitation. Pas chez moi, à l'exploitation. Sur mon terrain, au sens propre et au sens figuré. J'avais demandé à Henri d'être présent, à Armand et Josette d'être là. Et j'avais demandé à Sandrine de rester. Joël avait proposé de venir depuis Toulouse, mais je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire. Elle avait les enfants, la distance, et je savais qu'elle était avec moi même à 400 km. Bernard Lacroix, le camionneur, m'avait envoyé un message le vendredi pour savoir si j'allais bien. Je lui avais répondu que oui, et que je le tiendrais informé. Il avait répondu « Si vous avez besoin de moi, je suis là. » C'est une phrase simple. Elle m'avait touchée comme une pluie fine en mai. Le lundi arriva avec ce ciel gris et bas des fins novembre dans les monts du Lyonnais, ce ciel de travail et de récolte tardive qui ne promet pas le soleil, mais qui vous dit que la journée avancera quand même. J'étais levée à 5h30, comme chaque matin depuis 50 ans. J'avais fait mon café, mangé une tartine avec du miel du voisin Chabert, mis mes bottes, ma veste de travail, la même, celle de la nuit de mercredi, avec le téléphone toujours dans la poche. Et j'étais allée faire un tour des serres avec Armand, avant l'arrivée de quiconque. Les salades d'hiver se portèrent bien, les épinards aussi. Il y avait un rang d'endives qui avait besoin d'attention, mais ça pouvait attendre la semaine suivante. J'avais regardé mes serres, mes rangs, ma terre, avec cet œil de propriétaire qui n'a jamais besoin d'un document pour savoir ce qui lui appartient. Puis j'étais allée attendre. Ils sont arrivés à 10h. Pascal en premier, dans sa BMW seule. Edith avait eu la prudence ou l'intelligence de ne pas venir. Viviane ensuite, avec Bernard son mari, qui comme d'habitude regardait tout sans rien dire. Didier en dernier, sa vieille Renault un peu cabossée garée de travers, lui qui descendait avec ce visage de quelqu'un qui sait qu'il va dans une direction difficile, mais qui n'a pas le courage de s'arrêter. Henri Morel était déjà là, sa mallette posée sur le capot de sa voiture, ses documents dans les mains. Armand et Josette se tenaient devant la grande serre. Sandrine était à côté de moi, bras croisés, silencieuse. Pascal m'a regardé, puis a regardé Henri, puis a regardé Armand, puis est revenu à moi. « Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ?» a-t-il dit. J'ai dit « Ce n'est pas une mise en scène, Pascal. C'est une réunion de famille sur ma propriété. Assieds-toi. » Il a regardé autour de lui, cherchant un endroit où s'asseoir. Il n'y en avait pas, parce que je n'avais pas mis de chaise. Nous étions debout dans la cour de l'exploitation, avec le ciel gris au-dessus et la terre froide en dessous, et c'était voulu. Je voulais qu'ils soient debout. Je voulais que leurs jambes
sentent le poids de ce moment. Henri a pris la parole avec cette voix égale et posée qui est la sienne depuis 35 ans de notariat. La voix de quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever le ton parce que les mots qu'il dit ont déjà tout le poids qu'il leur faut. Madame Vialard m'a demandé de vous communiquer un certain nombre d'informations légales qui concernent ses biens et ses droits. Je vais vous les présenter dans l'ordre, clairement et sans ambiguïté, afin qu'il n'y ait aucune zone de flou. Pascal a voulu interrompre. Henri a simplement continué, légèrement plus fort, sans changer de rythme. C'est un talent particulier, ça. Continuer sans s'arrêter, comme une rivière qui contourne un rocher sans changer de direction. Henri a expliqué la révocation de la procuration. Il a expliqué le blocage des cartes. Il a expliqué que l'exploitation, la totalité des 7 hectares, les 3 serres, le matériel pour une valeur estimée à 380 000 €, les contrats commerciaux en cours, étaient et avaient toujours été la propriété exclusive de René Vialard, sans aucune cogestion, sans aucun transfert, et que la procuration limitée dont Pascal avait disposé était désormais nulle et non avenue. Il a sorti le document et l'a tenu à bout de bras comme on tient quelque chose qu'on veut que tout le monde voie bien. « Ce papier que vous pensiez avoir, a-t-il dit en regardant Pascal, ne vaut plus même à emballer des légumes. » Pascal a traversé les 4 phases exactement dans l'ordre où je les avais anticipées, comme un plan qui suit son cycle quel que soit le temps. L'incrédulité d'abord, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. La colère ensuite. Sa voix qui montait, ses mains qui faisaient des gestes trop grands pour le silence qui l'entourait. Ses yeux qui cherchaient quelqu'un dans le groupe pour trouver du soutien et ne trouvaient que des visages fermés. La tentative de manipulation émotionnelle après ça. Il s'est tourné vers moi avec soudain une voix différente, presque douce, presque celle de l'enfant qu'il avait été. « Maman, tu comprends. J'essayais de t'aider, je voulais juste prendre soin de toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Et là, j'ai dit la seule chose que j'avais préparée depuis le fond de la nuit sur la D42. « Pascal, une graine qu'on arrache ne devient pas un arbre en la replantant dans le jardin d'un autre. Tu as arraché. Il ne reste rien à replanter. Il s'est tu. » Viviane regardait ses chaussures. Didier avait les yeux rouges. Il pleurait de façon contenue, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit de pleurer, mais qui n'arrive pas à s'en empêcher. Sandrine, à côté de moi, n'avait pas bougé. Henri a continué. Il a expliqué les conditions que je posais pour la suite. Pascal devrait rembourser les sommes prélevées sur le compte courant au cours des 2 dernières années. Josette avait les chiffres exacts dans son cahier. 42 600 € de dépenses non justifiées. Viviane et Didier, qui avaient signé le document tentant de capter mes biens 2 ans auparavant, me signeraient un désistement complet de toute prétention sur l'exploitation de mon vivant. Et tous 3 travailleraient, réellement travailleraient, de leurs mains sur l'exploitation pendant les 6 mois suivants, sous supervision d'Armand, pour contribuer à rembourser leurs dettes morales et matérielles. Pas comme propriétaire, pas comme gérant, comme ouvrier. Pascal a dit « Tu n'es pas sérieuse ». J'ai dit « Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie ». Il a dit « Et si on refuse ?» J'ai dit « Alors Maître Morel dépose plainte pour abandon de personnes vulnérables et tentative d'escroquerie. » Et Bernard Lacroix témoigne, avec la vidéo. Il y a eu un très long silence. Le genre de silence qu'on entend dans les champs, juste avant que la grêle commence. Cette absence de son qui est en réalité la plénitude de ce qui va tomber. Puis Pascal a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix petite, débarrassée de toute l'écorce de l'aîné sûr de lui. D'accord. Viviane n'a rien dit. Elle a signé le document qu'Henri lui a tendu sans lever les yeux. Didier a signé en s'excusant. « Maman, tu sais bien que je voudrais faire autrement. » Et j'ai failli lui dire que non, justement, dans ce cas précis, il ne pouvait pas faire autrement. Et c'était le seul moment de sa vie où cette phrase était vraie. Mais j'ai gardé ça pour moi. Il y a des pensées qu'on laisse dans le sol comme du compost. Elles fermentent et elles servent à quelque chose. Mais on n'en fait pas un bouquet. Les 6 mois qui ont suivi,
sont passés comme un long hiver qu'on traverse avec les dents serrées, mais les pieds solidement dans la terre. Pascal a tenu sa parole. Il n'avait pas le choix, et je crois qu'il le savait. Il est venu le premier lundi de décembre à 7 heures du matin, dans une vieille parka de ski dont je ne lui connaissais pas l'existence, des bottes en caoutchouc achetées en urgence au Décathlon de Givors. Armand l'a mis aux endives. Il faut savoir que le forçage des endives, c'est un travail dur, ingrat, répétitif. On creuse, on replante les racines dans du sable, on attend, on surveille, on recommence. Ce n'est pas un travail spectaculaire. Il n'y a pas de résultat immédiat. Il faut de la patience et une forme d'humilité devant un processus qui ne s'accélère pas selon votre volonté. Je n'aurais pas pu choisir meilleur travail pour Pascal si j'avais cherché pendant des années. Viviane est venue 2 semaines plus tard, avec ses ongles laqués et ses cheveux impeccables, et Armand l'a mise à la préparation des caisses pour le marché, tri des légumes, nettoyage, mise en barquette. C'est un travail de détail qui demande de la concentration et beaucoup de patience pour les imperfections. Parce qu'une courgette un peu tordue reste une bonne courgette et mérite d'être traitée avec soin. Le premier jour, Viviane avait écarté toutes les courgettes qui n'étaient pas parfaitement droites. Josette lui avait dit tranquillement « On ne jette pas ce qui est bon, juste parce que ça n'a pas la forme qu'on préférerait. » Viviane n'avait rien répondu, mais elle n'avait plus jeté de courgettes après ça. Didier était peut-être celui qui s'adaptait le mieux, ou plutôt, celui qui avait le moins de résistance à perdre. Il avait toujours été une terre facile à travailler, dans le mauvais sens du terme. Trop facile, trop meuble, sans assez de structure pour tenir seul. Mais une terre meuble, travaillée dans le bon sens, peut devenir très productive. Armand le prenait souvent avec lui pour les tâches qui demandèrent de la réflexion. L'arrosage raisonné, la lecture des plantes, les décisions de récolte. Et Didier apprenait avec ce genre d'humilité sincère de quelqu'un qui réalise tardivement qu'il a raté quelque chose d'essentiel dans sa formation et qui veut rattraper. Chaque dimanche matin, ils venaient tous les 3 à la grande table de ma cuisine, comme quand ils étaient enfants, sauf que maintenant c'était Sandrine qui présidait de facto depuis Bordeaux par téléphone les premières semaines, puis en personne après qu'elle eut pris la décision, en janvier, de revenir dans la région. Elle avait trouvé un logement à Mornan et avait commencé à apprendre l'exploitation avec Armand. C'était elle que j'avais choisie, pas parce qu'elle était la plus jeune, pas parce qu'elle était la seule à ne pas avoir trahi, mais parce qu'elle avait posé la bonne question au bon moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question d'un avenir, pas d'un passé. Les dimanches, il rendait au décompte. Pascal me disait combien d'heures il avait travaillé dans la semaine, ce qu'il avait appris, ce qu'il avait mal fait. Viviane présentait les chiffres des marchés avec Josette, les ventes, les retours clients, les ajustements de prix. Didier racontait ce qu'il avait observé dans les rangs, les plans qui progressaient, ceux qui inquiétaient. J'écoutais. Parfois je posais une question, parfois je corrigeais. Souvent je gardais le silence, parce que le silence d'une mère qui écoute ses enfants, rendre des comptes, est une forme d'autorité que les mots affaibliraient. Il m'arrivait, certains dimanches, de voir quelque chose dans le visage de Pascal qui me rappelait le garçon qu'il avait été à 10 ans, quand il m'aidait au tri des carottes et qu'il était fier de chaque caisse remplie. Ce visage-là n'était pas souvent à la surface, mais il existait encore, quelque part sous l'écorce de l'adulte raté. Je ne suis pas sûre qu'il mérite de remonter, mais je note sa présence, comme on note une graine dans un sol qu'on croyait épuisé. On ne sait jamais ce qui peut germer encore. Au printemps, j'ai créé la Fondation Gérard Vialard. Ce n'était pas une décision difficile. C'était une décision qui attendait depuis longtemps, comme un plan qu'on a laissé en pot trop longtemps et qui réclame une vraie terre. La Fondation a 2 objets. D'abord, financer un jardin maraîcher solidaire sur 2 hectares de l'exploitation, ouvert aux femmes en situation d'isolement et de précarité dans les monts du Lyonnais. Femmes seules, femmes âgées, femmes qui recommencent après quelque chose de difficile. Armand supervise le jardin, Sandrine le coordonne.
Didier y travaille tous les mercredis comme bénévole régulier. C'est peut-être la chose la plus inattendue de toute cette histoire. Didier, qui n'avait jamais su se décider pour rien, qui finit par être celui qui revient le plus fidèlement. Ensuite, la Fondation finance des bourses pour des jeunes qui veulent se former à l'agriculture raisonnée et à l'agroécologie, parce que la terre nourrit encore ceux qui apprennent à lui parler correctement. Le premier bénéficiaire s'appelait Léo, 19 ans, fils d'une dame que je connais de Saint-Martin-en-Haut, qui voulait faire de la maraîchage bio et n'avait pas les moyens de financer sa formation. Il était venu me voir un matin de mars, avec son dossier dans un sac à dos, un peu intimidé, et je l'avais écouté parler de ses projets pendant 1 heure à ma table de cuisine, avec du café et des biscuits. Quand il était reparti avec la bourse, il avait les yeux brillants de quelqu'un à qui on vient de donner ce dont il avait besoin, et c'est une lumière que je connais bien. C'est la lumière d'une plante qu'on arrose après une longue sécheresse. Pascal a remboursé 20 000 € sur les 42 600 qu'il devait en 2 versements. Il lui en reste 22 600. Henri a un calendrier. On avance. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, jusqu'à la fin de cette histoire que j'ai portée si longtemps avant de la confier à quelqu'un, alors je veux te dire merci. Vraiment. Tu as marché avec moi sur cette route de novembre. Tu as eu froid avec moi dans la cabine du camion de Bernard. Tu as attendu avec moi dans la station-service de Thurins. Et tu as vu mes enfants rendre des comptes à ma table du dimanche. Ce n'est pas rien d'écouter jusqu'au bout. Si tu veux continuer à entendre des histoires comme la mienne, des histoires de femmes qui ont tout donné et qui ont appris à tenir debout quand même, abonne-toi à cette chaîne. Reviens. Je serai là. J'ai 74 ans et je plante encore. Les mains dans la terre le matin, les bottes mouillées, Armand qui me dit que je devrais déléguer davantage et que je lui réponds que déléguer ne veut pas dire disparaître. La terre est à moi. Mon nom est dans les actes, mon travail est dans chaque rang. Et quand les endives de Pascal sont sorties pour la première fois ce janvier, blanches et serrées et parfaitement formées après des semaines de travail patient dans le noir, je les avais regardées longtemps. Puis j'avais dit à Armand, « Elles sont belles. » Et Armand avait dit, « Oui, la terre est bonne. » La terre est bonne. C'est ce que j'avais besoin de me rappeler. La terre est bonne. Ce qu'on y met avec soin finit toujours par remonter. Même ce qu'on croyait perdu, même ce qu'on avait semé dans les larmes et dans le froid d'une nuit de novembre. Ça remonte. Et quand ça remonte, c'est plus fort qu'avant.